Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bien, donc moi je suis prêt. Euh, Michel, pour vous présenter, euh, je crois que votre thèse c'était sur l'histoire de l'enseignement forestier, c'est ça? Non, c'était la diffusion de l'écologie forestière dans les sciences forestières. Ah, d'accord, donc Dans la c'est diffusion en de fait, l'écologie dans les sciences forestières, en France et d'accord, en Allemagne. d'accord. C'est le même titre que le livre que vous avez fait paraître là chez l'Harmattan. Oui, c'était les cheminements de l'écologie. Enfin, le problème, c'est que quand on travaille sur la France et l'Allemagne, et que je me suis intéressé aux réseaux, les réseaux, ils ont été, Très loin, oui. oui, ils ont été très loin, oui. J'avais une vision de toute l'écologie en Europe et aux États-Unis. Oui, 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 c'est vrai. C'est plein d'exemples peu connus et vraiment très intéressants. Alors après, vous avez étudié la pollution de l'air en Europe de l'Est, hein, c'est ça? Oui, ça, je Voilà, continue. Ah. voilà. C'est c'est toujours vos travaux de recherche actuels. Oui, oui, il y a un nouvel ouvrage sur les forêts et pollution qui est en train enfin là, qui est en cours de relecture chez l'éditeur. Enfin, bon, là, on m'a recontacté, j'ai des choses à refaire, mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis, il y a l'autre spécialité, c'est tout ce qui est médias et environnement. D'accord. Mon autre, c'est les relations entre les scientifiques, les médias, l'environnement, parce que j'avais écrit aussi un article qui est paru dans le temps des médias, c'était sur l'écologie aussi, sur comment l'écologie et télévision. Ah oui, 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 oui. J'ai vu ça. Oui. Entre scientifiques, médias, environnement. D'accord. Et actuellement, votre organisme de rattachement, c'est... Alors, c'est l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, l'IHMC. Je suis toujours enseignant dans le secondaire. Oui, en lycée professionnel, hein, c'est ça? Oui, Voilà, très bien. voilà, je suis une sorte de chercheur freelance, comme on peut dire ça. Oui, oui, un peu comme moi. Ouais. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier séminaire d'histoire d'épistémologie et de philosophie de l'écologie. Euh, Organisé du côté de nos amis canadiens par le CIRS, le Centre universitaire de recherche sur la science et la technologie, et côté français par le Centre François Viette. Euh, Plusieurs séminaires sont prévus d'ici au mois de juin. Vous pouvez avoir le programme sur le site du CIRST. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Dupuis, qui a travaillé depuis assez longtemps sur l'histoire de l'écologie, puisque ses travaux de thèse, qui ont fait l'objet d'un livre, ont concerné la diffusion de l'écologie en Europe à travers les sciences forestières. Il s'est occupé d'étudier en Europe centrale les questions de pollution et il étudie aujourd'hui euh, la, la relation entre scientifiques, médias et environnement. Il est rattaché à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine et nous allons donc l'écouter pour une trentaine, quarantaine de minutes euh, euh, sur l'écologie et la protection de la nature, un mariage de raison, point d'interrogation. Michel, la parole est à vous. On vous écoute. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait replonger dans des travaux que j'ai menés il y a plus de 20 ans, hein, mais je n'ai pas abandonné la partie écologique dans l'histoire de l'environnement. Donc, alors, petite précision technique, j'ai un message qui montre que ma connexion est instable. Bon, ça, si jamais je suis, s'il y a des petits problèmes à un moment donné, il faudra bien me le signaler. Mais bon, normalement, ça devrait fonctionner. Donc,
Euh, alors, c'est vrai que quand on pose les questions de protection de la nature et l'écologie, on a l'impression bah, c'est une tautologie, ça va de soi. En histoire, rien ne va de soi. Enfin, c'est pas. Il y a toujours l'idée que qu'il y a quelque part une construction qui. Et donc, donc, déjà, si je pose la question de la construction, c'est que dire que des fois, l'écologie va peut-être pas aller forcément dans le sens de la protection de la nature. Évidemment, la définition de la protection de la nature, là aussi, va poser quelques questions aussi, puisqu'elle n'est pas quelque part intemporelle, comme même la définition de l'écologie non plus. Alors, ce lien entre écologie et protection de la nature, bizarrement, les historiens s'y sont peu attachés. Il y a une réflexion là-dessus dans les années 80. Je pense aux travaux de, bah, il y a Jean-Louis Fabiani qui s'y intéresse. Quelque part, j'ai Patrick Cooper qui en parle dans son ouvrage sur le parc national suisse, mais c'est pas un thème qui a fait tellement florès, qui a interrogé et qui a intéressé beaucoup les historiens là-dedans, parce que je travaille aussi en histoire de la protection de la nature et sur la médiatisation des questions environnementales, justement sur ces questions, et c'est pas quelque chose qui revient souvent. Même je dirais même rarement. Alors, ce que je veux vous livrer aujourd'hui, c'est une réflexion qui est en cours, qui n'est pas forcément aboutie. Bon, elle est argumentée, comme, ça, c'est pas la question, mais elle peut porter à critique, ça, c'est pas un souci. C'est alors, quand je me suis interrogé sur ce thème, j'ai trouvé deux périodes. En gros, avant 1948, mais bon, 48, c'est une date plus symbolique parce que c'est la conférence de Fontainebleau en protection de la nature. Donc, je prendrais 1900-1948. Je m'intéressais à l'écologie quand elle commence à se penser comme une discipline avant de se penser comme une science à partir de 1948. Et après, je prendrais la deuxième période, 1948, pratiquement jusqu'à nos jours. Donc, et on a deux périodes, et deux périodes qui correspondent quelque à deux facettes de la protection de la nature. Alors, je vais aborder très vite la première période, c'est la protection de la nature et l'écologie, j'appelle ça premier contact, c'est 1948. Donc, on a deux traditions différentes dans ces deux ensembles. L'écologie, la source de l'écologie, bon, c'est la géobotanique, la physiologie, les études en physiologie végétale, et puis il ne faut pas oublier non plus la pédologie qui a joué aussi un rôle très important dans la construction de l'écologie. Si je prends la protection de la nature, on n'a pas du tout les mêmes racines. On a la question de l'esthétique, on parle de monuments naturels, c'est une expression qui est un Denkmal qui est employée par Alexandre von Humboldt en 1814. On vise à protéger des paysages parce qu'on les juge beaux. Il y a une vision morale, c'est-à-dire que c'est la lutte contre la cruauté. Il y a une association d'ailleurs qu'aux États-Unis qui est fondée contre la cruauté animale. Alors, exemple de cruauté animale, c'est par exemple au début du XXe siècle, pour faire chanter les pinsons, mieux chanter les pinsons, on leur crevait les yeux. Bon, c'était une tradition. Euh, euh, il y a aussi l'idée de protéger des espèces, une vision aussi naturaliste, donc en fonction de la rareté, en fonction de leur utilité. Donc, c'est pas le rat qu'on va protéger, mais par exemple, on cherche à protéger, à faire reconnaître l'utilité des rapaces. Donc, on a une valeur, là aussi, il y a encore une valeur morale. Et puis, mais sur ce terrain des espèces, c'est presque un terrain sur lequel l'écologie peut se rencontrer. Euh, donc, il y a aussi l'idée aussi de protéger des espèces rares. Il y a une alliance aussi qui est faite aussi avec les chasseurs, car les chasseurs aussi ont pour mission aussi quelque part de préserver des gibiers à chasser. Euh, alors, si je m'intéresse à la première autre chose de la protection de la nature par rapport à l'écologie, c'est qu'au début du XXe siècle, à partir du XXe siècle, la protection de l'écologie s'internationalise. On a des congrès internationaux, on a 1913, alors ça c'est Berne, Paris c'est 1923, à nouveau Paris 1931. On veut aboutir à des accords internationaux en matière de protection de la nature déjà au sein de la Société des Nations, notamment pour protéger les oiseaux des hydrocarbures. Bon, à ce titre, je vous renverrai, c'est paru l'an dernier dans le temps des médias sur
sur comment l'oiseau mazouté est devenu un objet médiatique. J'avais écrit un article là-dessus. Donc, bon, la convention, ça ne marche pas, mais on a quand même cette volonté d'internationaliser ces questions. C'est aussi la protection de la nature est institutionnalisée avec des lois. On a ça en Allemagne, 1935. Bon, ça, c'est une grande loi de référence. En France, on a la loi sur les sites classés, c'est 1930. Il s'agit de protéger des éléments de paysage. On peut remonter plus loin, on remonte toujours à une date symbolique, c'est la réserve artistique de Fontainebleau 1853, réserve artistique, pas naturaliste, parce que ça correspond à une sorte de vision du chaos, à une vision des rochers, à une vision de la forêt qu'on a, mais pas forcément une vision naturaliste et écologique. Le parc de Yellowstone, il est fondé en 1872, c'est la grande référence, mais il est fondé sur des terres qu'on ne peut pas exploiter, et parce qu'il y a aussi les geysers, donc on a l'idée de monument naturel. Le parc national suisse, en 1914, il est fondé dans une zone qui est en déprise. On a d'autres parcs qui vont être fondés, le parc des Tatras, qui va jouer un rôle important pour l'écologie avec l'école de Cracovie. Là, c'est à la frontière entre la Tchécoslovaquie et la Pologne. Là, il est fondé en 1939. On a des parcs, alors c'est pas des réserves naturelles qui sont fondées en URSS, on en a 61, on appelle ça des zapovedniki, on en a 61 en 1929, c'est comme 4 millions d'hectares. Euh, je refais encore, dans ma liste, je vais rajouter la création de la réserve naturelle de Camargue. Là aussi, c'est pas, c'est des étangs qu'on cherche plutôt à préserver pour exploiter les salins. Donc, on a quand même une utilité. Il n'y a pas du tout de vision écologique Alors, il y a les naturalistes qui sont impliqués dans leur fondation, mais on a une vision aussi plus ou moins économique pour fonder la réserve naturelle de Camargue. Euh, et puis après, on va étendre aux parcs nationaux dans les colonies où qu'on va plus ou moins vider de ses habitants. Donc là, je vous envoie aux récents travaux de Monsieur Blanc. Je reprends que là, vous avez la forêt de Białowieża en Pologne aussi, qui va devenir une sorte de parc national. Mais le problème, dedans, il y a des Biélorusses qu'on juge complètement illettrés et pas tellement adaptés à la forêt. Donc on a ça. On a ça évidemment. Alors, quelque part, comme je vois, je suis sur une liste presque à la prévère, enfin une grande liste de parcs et de réserves et qui sont intéressantes parce que ce sont d'un côté, on cherche à maintenir des espaces qu'on veut préserver, et puis d'autre côté, une nature qu'on peut mettre à valeur et exploiter. Donc, on a une nature qu'on cherche à pas exploiter, à protéger. Et de l'autre côté, on a une nature qu'on va dominer, euh, oui, qu'on va socialiser, une forme de nature ordinaire. Alors, parmi les argumentaires qu'on a fait quand on a fondé certains parcs naturels, dont les frontières sont quand même qui ont été définies entre ce qui est du parc naturel et qui n'est pas du parc naturel, c'est des rapports de force. Hein. C'est pas forcément c'est pas que en fonction des intérêts écologiques. Bon, on a quand même Karl Schroeter, qui est quand même une grande figure de l'écologie, auteur de l'auto-écologie, enfin, qui invente des concepts, fondateur de l'école de Zurich-Montpellier-Rennes. Lui, il va participer à la fondation du parc naturel suisse. Alors, c'est intéressant, c'est que lui, son but, c'est de restaurer la nature, parce qu'il sent bien que la nature a été plus ou moins dégradée par l'action humaine, et son but, c'est d'assister à la restauration de la nature. Euh, je, alors, c'est intéressant aussi, c'est d'avoir l'idée, c'est bien d'avoir quelque part les gens, les scientifiques qui sont engagés dans l'écologie, c'est bien d'avoir des espaces dans lesquels ils vont pouvoir eux étudier quelque part les lois naturelles, avoir une nature qu'ils vont pouvoir étudier en une sorte de nature préservée. C'est un peu la même idée qu'on a avec l'école de Cracovie. Donc là, c'est Vladislav Svasser, il y en a un autre, c'est Pavlovski, Sokolovski. Donc après, je ne veux pas faire la liste de toute l'école de Cracovie. Donc eux, ils vont ils vont faire énormément d'investissements au niveau des Tatras. Donc on est au sud de Cracovie avec des montagnes. Là aussi, pour l'idée de toujours avoir quelque part une étude d'une nature naturelle qui soit le plus proche possible de la nature pour quelque part dégager des lois. Car l'écologie, quelque part, faut qu'elle elle manque quelque part de lois. C'est un reproche qui sera fait
au début des années 80, c'est que par rapport à la physique, par rapport à la chimie, mais là, on est encore dans une écologie, je dirais, qui est balbutiante. Donc, alors, cette idée dans cette écologie du début enfin je veux dire du début des 20e siècle jusqu'aux années dans les années 30, c'est quelque part c'est rechercher aussi une nature originelle, de retrouver un paysage naturel, de retrouver le fonctionnement d'une nature originelle, et on a ça c'est lié aussi avec des progrès dans l'analyse polynique qui s'est développé en Suède. On cherche à trouver quel était le paysage naturel, donc pas le climax, hein, donc on reprend l'école américaine de Clemens, euh, de retrouver ce qu'on appelle le paysage original depuis la dernière glaciation. On sait qu'avec les glaciations, les paysages bougent, mais là, on cherche vraiment à retrouver une nature originelle et à pouvoir l'étudier. Euh, alors, donc, quelque part, on a sur des espaces parcs naturels et écologie, on a un terrain d'entente. Donc, l'écologie, il trouve un terrain d'étude. C'est aussi un débouché pour les élèves je pense aux élèves de Tensley, qui cherchent aussi des places pour ces élèves. Et pour trouver ces places aux élèves, il va essayer de militer aussi pour créer des parcs nationaux en Grande-Bretagne, c'est plus compliqué, mais des espaces protégés pour justement placer ces élèves dans ces espaces. Euh, alors, est-ce que tout ça, ça a des limites. Alors, d'abord, les limites, je vous les ai dites, les frontières, la délimitation des parcs n'est pas fondée selon des critères écologiques. C'est des critères plutôt de rapport de force et d'intérêt économique, plus ou moins. Euh, ensuite, on, l'expérience, une des expériences qui a été bien aboutie, c'est l'expérience du parc national suisse. Là, on a donc Josias Braun-Branquet qui va investir, qui va vraiment faire des études dans ce parc. Il va être associé avec le pédologue Hans Jenny. Donc, il va là, c'est dans ce cadre qu'il va aussi commencer aussi à lancer sa méthode, peaufiner sa méthode. Donc, il va utiliser le cadre du parc naturel suisse. Il ne pourra pas il ne pourra pas succéder à Karl Schroeter. Alors, pour moi, Heinz Ellenberg, qui avait travaillé avec Braun-Blanquet, qui avait travaillé avec Tuxson, m'a dit qu'il n'avait pas obtenu le poste parce qu'il n'avait pas son baccalauréat. Et effectivement, Braun-Blanquet n'était pas titulaire du baccalauréat, donc il ne pouvait pas prétendre à l'école technique supérieure de Zurich. Alors, bon, après, j'ai pas pu vérifier si c'était vrai ou pas après. Mais bon, comme il ne pourra pas succéder, il fondera l'école zuricho-montpelliéraine, il fondera la Station internationale de géographie méditerranéenne et alpine à Montpellier. Donc, ça, c'est. Mais je vais revenir sur la valeur scientifique du parc. Alors, donc, quand on est dans un parc, c'est la nature qui expérimente, qui est l'expérimentatrice. C'est pas forcément l'homme qui va expérimenter. C'est pas lui qui va dire, je vais couper un morceau de forêt, puis on va voir comment la plante va repousser. Ça, dans un parc naturel, on ne peut pas le faire. Et il y a une lenteur de la nature, et cette lenteur de la nature, à un moment donné, elle est beaucoup plus lente que le pense. Et c'est ce que un scientifique, un géobotaniste qui s'appelle Ludi, qui est un non, oui, c'est Werner Ludi, qui en 47 constate que la nature est très lente et qu'on a du mal en 30 ans à voir beaucoup de grands changements dans ce parc naturel suisse. Ensuite, il y a ce qui arrive aussi dans les années 30, c'est l'idée de pouvoir reproduire la nature dans un laboratoire et d'influencer. Donc, c'est l'idée de oui, de l'écologie, de la physio-écologie. C'est l'idée, je rentre dans un laboratoire et j'essaye d'influencer en jouant sur des facteurs du milieu, comment je peux modifier les facteurs du milieu et comment la plante réagit. Donc, on est dans un laboratoire. Dans un laboratoire, on va pouvoir mieux étudier l'influence des facteurs du milieu, on va pouvoir mieux intervenir sur l'environnement. L'expérimentateur, ce n'est plus la nature, c'est l'homme. Et donc, c'est vraiment une branche qui va se développer. Euh, et puis, alors,
Mais ça, il faut pas oublier non plus que l'écologie, moi c'est ce que j'avais mis dans ma thèse, l'écologie, c'est une science au service d'un rendement. Alors, je vais m'expliquer, parce que ça, je l'assume toujours. L'idée de rendement, c'est-à-dire que l'écologie doit avoir une utilité sociale. À un moment donné, quand elle se développe, il faut bien qu'elle trouve une justification. La nature pour la nature, ça ne suffira pas aux yeux des décideurs. Donc, il faut montrer qu'elle a une utilité. Alors, elle va avoir plusieurs utilités et qui vont être en relation avec la protection de la nature. Je prends le programme autoroutier qui est en Allemagne, qui s'est développé dans les années 30, et on va faire appel à des botanistes, dont Reinhold Tuxen, école de Boron-Blanquet, alors fidèle des fidèles, et puis on aura aussi Heinz Ellenberg qui va aussi participer. Euh, L'idée, c'est d'intégrer le réseau autoroutier dans un paysage qui va essayer de respecter les limites des associations végétales. Il y a une forme de masque qu'on cherche à faire au niveau des autoroutes. C'est aussi de reproduire une nature la nature qu'on détruit, on va essayer de la reproduire entre les voies d'autoroute. Donc de reproduire les mêmes associations, la même végétation qui est locale, mais qui est une végétation qui est aussi germanique. Euh, et, et donc, on a là, on a une alliance parfaite entre l'écologie, l'économie et la protection de la nature, plus ou moins, parce que comme les autoroutes détruisent la nature, mais quelque part, on va essayer de restaurer une nature à côté. Alors, moi, il y a aussi l'idée que l'écologie peut servir peut servir l'homme. Vous avez Paul Duvigneau, donc là c'est l'auteur de la synthèse écologique. Quand au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il s'en va au Congo, il cherche les plantes bio-indicatrices pour retrouver les plantes bio-indicatrices qui peuvent indiquer par exemple le cuivre, la présence de cuivre dans le sol. Donc on voit bien très bien l'utilité de ça. Vous avez, je pense, autre développement dans les années 20, c'est Girolamo Azzi, qui lui, le premier qui a occupé la chaire d'écologie agricole à l'Université de Pérouse en 1924. Lui, qu'est-ce qu'il dit? L'écologie agricole étudie l'influence du milieu sur le développement et le rendement des êtres. Donc, c'est ce qu'il écrit en 1924 dans la revue d'écologie et de botanique, non, d'écologie, dans la revue de botanique appliquée. L'écologie doit permettre de mieux étudier le milieu et en fonction de ça, je vais implanter les plantes qui vont être les plus adaptées au milieu et avoir les meilleurs rendements. C'est l'idée, si je reprends moi dans mon ouvrage, j'avais parlé des arbres des exotiques. Alors, les arbres exotiques, donc ce qu'on appelle les arbres exotiques, c'est par exemple le Douglas. C'est le mélèze du Japon. Donc ce sont des arbres que les partisans de l'écologie en France, mais aussi en Allemagne, je pense en France, c'est Philibert Guigné, c'est lui qui a introduit l'écologie dans les sciences forestières, écologiste convaincu. Lui, il est aussi partisan de l'introduction d'arbres exotiques dans les forêts. Il dit on connaît le sol, on connaît le climat, on peut parfaitement y mettre l'essence qui poussera le plus rapidement possible, sans problème. C'est un peu le même principe qu'on aura aussi outre-Rhin, ça sera avec Heinrich Mayer. Donc, on a une vision. Alors là, on n'est plus du tout dans ce qu'on appelle une protection de la nature, mais on voit bien, on est dans une écologie qui cherche une utilité sociale et qui cherche à mieux exploiter, à mieux exploiter la nature. Donc là, on pourrait discuter, par exemple, c'est l'application de la typologie des stations. Qui va introduire l'écologie en Finlande, c'est Kayander, avec et donc, il sera professeur de sylviculture, mais il sera aussi ministre de la culture et de la forêt et qui va appliquer la typologie des stations pour l'exploitation des forêts en Finlande. Euh, donc, on est bien on est bien dans quelque part d'une écologie qui n'est pas, qui cherche, qui n'est pas forcément très dans l'idée de protection de la nature qu'on pourrait avoir, nous,
qu'on pourrait avoir. Je vais reprendre un autre exemple aussi, alors c'est toujours dans l'Allemagne nazie, toujours avec Reinhold Stüxen, qui va travailler au service central de la cartographie de la végétation, parce que elle permet, afin de permettre d'établir des terrains d'aviation, de signaler les terrains marécageux, ça c'est utile pour les chars, et tout ça, cette cartographie de la végétation va se développer avec l'expansion allemande en Europe de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a d'un côté une écologie qui va être financée. Donc, Tucson est financé pour ça. De l'autre côté, l'utilité elle est stratégique et militaire. Dans les colonies, je reprends aussi dans les années 30, on a un souci, par exemple, pour lutter contre l'expansion de la plante parasite comme le figuier de Barbarie en Australie et en Afrique du Sud. On va introduire des espèces d'insectes qui viennent d'Amérique latine pour protéger euh, euh, pour détruire les figuiers de Barbarie. En Australie, on va faire appel, les agriculteurs font appel à des zoologues pour lutter contre les espèces de chauves-souris mangeuses de fruits dans le Queensland. Et puis, pour lutter contre la baisse de rendement de la pêche dans le lac Victoria, ben, on va introduire la perche du Nil qui maintenant fait partie qui est rentré dans le jeu de la mondialisation et du commerce aujourd'hui. Si je reprends en URSS l'idée de fonder ces réserves naturelles, c'est aussi pour constituer aussi des réserves de bois pour les paysans. À la fois, on protège la nature, donc on va l'étudier. De l'autre côté, c'est aussi protéger la nature pour que les paysans aient des réserves de bois pour pouvoir utiliser, se chauffer, construire, etc. Et puis, on a aussi en URSS, quand ils vont mettre en valeur la grande politique de mise en valeur des steppes dans l'Asie centrale, avec l'implantation de rideaux d'arbres, ça va encourager énormément les travaux dans le domaine de l'écologie en Union soviétique. Euh, alors, donc, quelque part, on a des espaces qu'on préserve dans lesquels l'écologie s'implante. Mais finalement, les recherches sur les parcs naturels ne donnent pas forcément autant de résultats qu'attendus. Et on va avoir une écologie de laboratoire qui va se développer. Et de l'autre côté, on a une écologie de terrain qui vise à mieux exploiter la nature au service des activités humaines. Alors maintenant, je vais repasser à la deuxième partie, c'est la protection de la nature qui va s'étendre aux ressources. Alors, bon, c'est le classique, je reviens, c'est de la protection de la nature à la protection de l'environnement. Donc, il y a un article qui a été publié là-dessus, dans lequel il y a M. Bergandi qui avait travaillé là-dessus. Alors, je vais voir pourquoi 48. Alors, 48, c'est l'Union internationale pour la protection de la nature qui est fondée à Fontainebleau en 1948, qui proclame dans son article 1 que le but est la sauvegarde, la protection de la nature, le but dans toutes les parties du monde de la vie sauvage et de son milieu naturel, sol, eau, forêt, y compris les réserves et les zones de protection, les objets animaux et plantes qui présentent un intérêt scientifique, historique ou esthétique. Donc là, on a encore une tradition, le côté esthétique. Et dans ce cadre, l'écologie est appelée un être précieux outil de recherche dans le cadre d'une coopération internationale. Donc, l'écologie fait partie des actes fondateurs de la fondation de l'IUCN. Alors, et puis, ils vont quand même élargir l'idée de protection de la nature. On peut entendre par protection de la nature la sauvegarde de l'ensemble du monde vivant, milieu naturel de l'homme. Cet ensemble renferme les ressources naturelles renouvelables de la Terre, facteur primordial de toute civilisation. Donc là, d'un seul coup, la protection de la nature n'est plus forcément limitée à quelques espèces, ça existe toujours. Elle n'est plus limitée à protéger des parcs, à soustraire les parcs des éléments, des éléments de la nature, des activités humaines, mais à s'étendre aux ressources. On a un élargissement de la protection de la nature. C'est pour ça qu'on dit que si on veut une définition qui s'étale sur un siècle sur la protection de la nature, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, cet appauvrissement des ressources, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On sait qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la question des ressources a été primordiale, notamment pour le Japon, qui a été coincé entre les ressources du pétrole enfin, les ressources de caoutchouc, etc. Ça posait d'énormes problèmes. Donc, on a un intérêt stratégique
pour l'accès aux ressources. On a eu des situations de famine aussi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne et aussi à la fin de la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas. Donc, et on a un ouvrage majeur dans ce domaine-là sur ce pillage de ressources ou sur l'inquiétude sur les ressources. C'est La planète au pillage de Oxborn. Donc, on, on étend et on étend la protection de la nature à l'idée de protection des ressources, parce qu'il y a aussi un intérêt sociétal à tout ça. Alors, ça va là-dessus, je vais enfoncer des portes ouvertes. Bon, c'est le programme biologique international qui va se développer dans les années 60, euh, qui va développer autour de la notion de l'écosystème, et donc au sein de l'UNESCO. Alors, parce que l'idée, c'est de fournir des bases scientifiques rigoureuses qui vont être nécessaires à l'exploitation rationnelle de ressources naturelles. Ça va, sous la pression des pays de l'Est, on va intégrer davantage l'homme. Donc, c'est le programme L'homme et la biosphère. Donc, mais on est toujours dans on est bien l'idée dans la gestion naturelle des ressources. Alors là, on revient au débat classique. John Muir d'un côté, Pinchot de l'autre. Donc, qui ne se posait pas forcément comme ça dans ces mêmes termes, je dirais, au début du XXe siècle. Alors, euh, ce passage, et puis il faut bien comprendre aussi dans cette période qu'on a un passage de l'écologie en tant que science avec une écologie politique, donc et puis un mot qui va petit à petit se répandre dans l'espace public. Et notamment, alors en France, c'est au moment de la campagne électorale de 74. On a un passage qui s'opère un petit peu avant avec la conférence de Stockholm sur l'environnement humain de 72. Un nouveau concept va aussi surgir plus tard, c'est le concept de développement durable. On est toujours dans la protection de la nature. Alors le concept de développement durable, en allemand c'est Nachhaltigkeit. Il commence début du XVIIIe siècle avec Hans Karl von Kalowitz, qui va être repris après plus tard par Georges Ludwig Hartig. On est dans le premier tiers du XIXe siècle. Alors chez les forestiers, il y a l'idée de développement durable, elle est presque inhérente au système forestier, puisque quand vous développez une forêt, c'est pas pour la détruire, c'est aussi pour maintenir un couvert forestier. Et même le pratique de la coupe rase, c'est aussi maintenir un couvert forestier. C'est provocateur de ma part, mais ça a été aussi un grand débat dans les années début 20e, fin 19e, début 20e, et dans lequel l'écologie aussi s'est immiscée. Alors, d'un seul coup, l'écologie est en train de devenir ce qu'on appelle la science de la gestion des ressources. Euh, mais ça n'empêche pas finalement d'exploiter la nature. Et là, vous avez un concept, ce que j'appelle l'éco-ingénierie. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'éco-ingénierie? Ben, je vais vous prendre une dimension paysagère sur la RDA que j'ai bien étudiée. Vous avez en RDA une exploitation Alors, il n'y a pas que les RDA, vous avez aussi en RFA, en Tchécoslovaquie, des mines à ciel ouvert, des mines de lignite. Donc, les mines à ciel ouvert, il faut voir ce que c'est. Donc, on creuse des trous extrêmement importants dans le sol. Ça a un impact sur les réseaux, sur l'eau, sur les puits à 10 km à la ronde. Il faut détourner parfois des ruisseaux, etc., pour exploiter. Donc, ça a un impact énorme sur l'environnement. Mais dans la perspective de la RDA, dans une sorte d'éco-ingénierie, c'est-à-dire j'exploite le minerai. Une fois que le minerai est exploité, je rebouche les mines. Et les terres qui sont sur ces mines, je les retransforme pour en faire soit des terres agricoles, soit des terres forestières. Donc, on a une sorte de terraformation. Vous avez aussi l'autre pendant, c'est que ces mines peuvent être aussi laissées et on fait des lacs. Les lacs qui sont extrêmement acides, donc il faut des milliers de tonnes de calcaire pour justement désacidifier ces eaux qui vont être après repeuplées par des animaux, etc., et qui passent aujourd'hui pour des espaces naturels au sud de Leipzig. Je vous rappelle qu'on a aussi dans la partie tchèque, vous avez ce qu'on appelle la Finlande tchèque, aussi bizarre que c'est un réseau de lacs qui sont d'anciennes mines.
euh, et qui sont des. Mais alors après, je vous renvoie aussi au retour des castors, qui est un ouvrage aussi intéressant, où comment il montre qu'il y a un paysage complètement naturel qui s'est formé, enfin, avec des dynamiques naturelles, des espèces qui ont trouvé leur intérêt dans un dans un barrage hydroélectrique. Euh, alors, pourtant, est-ce que finalement, est-ce que l'écologie a perdu la quête de pureté? Alors non, euh, l'écologie va investir des espaces comme l'Amazonie. L'écologie on va investir des espaces dans lesquels on, les forces naturelles sont extrêmement puissantes, donc ce qui va permettre aussi de mieux étudier. Bon, je pense aux travaux d'Otto Stocker, qui a commencé dans les années 30. C'est un botaniste écophysiologiste allemand de Darmstadt, mais avec aussi Michel Evenary dans le désert du Negev. Quand vous avez quand vous avez un milieu extrêmement aride ou extrêmement froid, bah, les facteurs de l'environnement sont très clairs et ça permet de mieux étudier l'adaptation des plantes. Euh, on va avoir aussi des études qui vont être menées sur les espèces invasives, hein, donc, et là, c'est intéressant, c'est que donc l'espèce invasive, c'est la peur du sauvage. Vous avez Della Bernardina qui a travaillé là-dessus, Sergio Dalla Bernardina qui a travaillé là-dessus sur la Colerpa taxifolia. Donc c'est un ethnologue. C'est intéressant, c'est que si vous voulez, jusqu'aux années 60, on parle d'espèces migratrices à propos de ces espèces qui bougent, ces espèces qui sont importées par l'homme. Avec la décolonisation, on va parler après d'espèces invasives. Donc on change de vocabulaire. Euh, mais quelque part, il y a Charleston qui a beaucoup réfléchi là-dessus, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que l'Angleterre, elle avait aussi un gros problème de nourriture, donc il fallait aussi lutter contre les espèces invasives qui détruisaient les récoltes. Donc il y avait une unité pratique. Alors, je reviens toujours sur ma quête des origines. On va avoir, ça va être l'écologie de la conservation qui va se développer. Donc là, c'est les travaux de Wilson, avec le concept de biodiversité. Alors, le concept de biodiversité, c'est un concept qui est médiatique. Il est inventé par Wilson en 1985. Moi, j'avais travaillé sur la diffusion du concept de biodiversité à la télévision française. Et on voit bien que, bon, d'abord, on parle de diversité biologique, mais médiatiquement, ça passe pas auprès des journalistes. On va inventer le concept de biodiversité. Il faudra attendre le début des années 2000 pour que le concept de biodiversité commence à se répandre en France au sein des médias. Euh, alors, il s'inspire des centres de diversité de Nikolai Vavilov, hein, qui avait travaillé à Saint-Pétersbourg sur les origines des plantes cultivées et qui avait différencié différents centres de diversité, de centres d'origine, d'où venaient les différentes plantes agricoles. On va avoir toute une. Alors, on va avoir ce qu'on appelle les hotspots Je fais un raccourci qui est qui est très, très vite, mais après, on pourra toujours en discuter. Donc, on a une sorte d'origine, les hotspots de la biodiversité. Ça fait très Arche de Noé, ça, parce qu'on a une sorte de quête des origines et de ces hotspots de la biodiversité et se répandraient les espèces seraient répandues comme les animaux chez Noé quand il est arrivé sur le mont Ararat. Alors, l'idée, c'est que bon, c'est Norman Smeyer qui va distinguer en 1990 hotspots, qui vont passer à 18 en 1990, ils sont à 25 en 2000. En gros, c'est une richesse et un taux d'endémie exceptionnel. Euh, et on a sur 0,5% de la surface terrestre qui concentrerait 20% des espèces animales. Donc, on a des espaces quelque part de pureté, de pureté de la nature. Euh, Bon, euh, alors, tout ça, ça existe, mais quelque part, l'écologie de la conservation, elle a encore besoin de son utilité sociale. C'est-à-dire qu'elle dit, on a besoin de ces hotspots parce qu'on en a besoin. Alors, à l'époque, c'est lutter contre le sida, c'est de trouver la génétique. Alors, je rappelle simplement que la biodiversité, c'est le gène qui est protégé par l'espèce, qui est protégé par le milieu. Et donc, c'est une vision très génétique de la nature
c'est une écologie qui cherche à s'imposer aussi par rapport à une écologie, je dirais aussi à la chimie moléculaire. Donc l'idée est bien là, mais il y a toujours à nouveau cette idée de hotspot. Alors, sur ces éléments de pureté, d'origine, etc., les travaux récents menés avec l'aide du LIDAR, donc c'est le laser aéroporté, ont bien démontré que l'Amazonie n'était pas aussi pure que ça, qu'il y a eu des peuplements. Alors, évidemment, que l'Amazonie s'est peuplée parce qu'il y a eu ce qu'on appelle, avec les maladies qui ont été apportées par les différents conquérants. Donc, on s'aperçoit petit à petit que finalement, on est dans un monde qui est plutôt anthropisé. Euh, et, euh, et si je reprends le cas de l'Amazonie, ben quand on passe le lidar, on s'aperçoit qu'il y a des traces de sociétés anciennes. Donc, quelque part, on n'est pas dans un espace qui a été purement dans un espace de pureté. Euh, et puis, il faut bien penser aussi qu'on a une nature qui est en mouvement et que l'homme va à nouveau intervenir avec le changement climatique. Je reviens là-dessus sur les espaces forestiers. Ben, les forestiers sont en train de s'interroger, est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'introduire des exotiques dans nos forêts en vue d'adapter les arbres au futur changement climatique qui va s'imposer d'ici 20 ou 30 ans. C'est une vision qui n'est pas optimiste sur l'avenir du changement climatique, mais déjà, ils constatent, eux, sur le terrain, que le changement climatique est déjà là. Ça se voit avec la remontée des espèces, etc., la présence d'insectes ravageurs, etc. Alors, bon, j'étais assez vite, hein, mais pour conclure, alors, l'écologie, c'est bien une science des relations avec les êtres vivants qui doit quand même démontrer son utilité, qui doit démontrer son utilité sociale, mais comme toutes les sciences, comme la chimie, comme la physique. Donc ça fait partie quelque part, l'écologie doit montrer qu'elle a une utilité sociale. Alors, est-ce que mieux connaître la nature, c'est pouvoir mieux l'exploiter? Ou est-ce qu'il y a aussi détruire la nature? Est-ce que l'écologie ne permet pas aussi de reconstituer la nature, de renaturaliser, si je reprends les travaux aussi d'un botaniste néerlandais, Westhoff. Euh, il y a, euh, il y a aussi une dimension spatiale je regarde dans la protection de la nature. Quels espaces sont à protéger? Quels espaces sont abandonnés? Est-ce qu'on doit faire des choix pour construire des mines, pour construire des routes? Donc, quels sont les choix qui sont faits dans nos sociétés d'espaces à protéger, d'espaces à abandonner? Euh, et puis, ce qui m'interroge aussi dans l'écologie, ça m'interroge sur les lieux où l'écologie s'est formée. Je reprends. Euh, est-ce que, euh, est-ce que les parcs naturels ont beaucoup contribué à faire fonctionner à contribuer à des grands progrès dans l'écologie? C'est une question que je pose, mais alors, on peut en rediscuter. Je vais prendre la forêt de Hubbard Brook Forest, la forêt du laboratoire de Brookhaven. On a une forêt qui a été exploitée, qui n'est pas une forêt qui n'est pas un espace protégé, dans lequel des expériences ont été menées. On a abattu des arbres pour voir la productivité des espèces. On est dans un laboratoire dans lequel les scientifiques interviennent, modifient la nature consciemment, ce qui est aussi un espace d'étude, et sur lequel on va apprendre aussi sur la nature. Donc, je ne dis pas que euh, la question c'est quel est l'apport de l'écologie? Alors, justement, l'écologie, est-ce qu'il n'y a pas un apport aussi fondamental quand on détruit la nature, est-ce que ça n'apporte pas à l'écologie? C'est très provoquant ce que je dis, mais on a ça en URSS. Beaucoup les destructions de la nature provoquées par les grands travaux staliniens ont permis à l'écologie aussi à faire des progrès sur les connaissances des sciences de la nature dans ce pays. Je termine sur une remarque provocante, c'est volontaire de ma part, mais comme je vous l'ai dit, c'est aussi une réflexion sur laquelle qui n'est pas encore aboutie, qui est en train, que je vous mène. Voilà, merci.
Merci Michel pour cet exposé qui couvre pratiquement un siècle. Bah, Que s'il y a des questions ou des remarques sur cette proposition de réflexion. Oui, j'aurais une question peut-être. Bonjour Monsieur Dupuis, merci. Bonjour. J'aurais une question relative à une personnalité de la première période que vous avez présentée, qui concerne plus précisément les 3 premières décennies du XXe siècle, à savoir, enfin, comment positionnez-vous, comment situez-vous les actions ou l'œuvre du phytogéographe Charles Flahault? Et ce qui m'a interpellé, parce qu'à un moment donné, vous disiez que on était peut-être plutôt dans cette première période, vous me direz si j'ai bien compris, vers l'idée d'une restauration d'une nature originelle, de la nature naturelle. Et il me semble que la pensée de Flahault, quand il veut restaurer la nature du Mont Aigoual, est peut-être plus complexe que ça, puisqu'il veut effectivement restaurer la forêt, mais également, j'allais dire, le concernant, le sacro-saint équilibre agro-silvo-pastoral. Donc, effectivement, ce qui concerne l'agriculture et l'élevage, pour lui, il y a une place euh, qui est, enfin, c'est vraiment la vocation originelle de ces terres, hein, un équilibre un peu mythique entre les trois activités. Et donc, il me semble que c'est peut-être une pensée complexe chez Flahault, comment concilier à la fois la reconstitution de forêts naturelles, mais aussi la prospérité aussi des habitants des montagnes au travers des activités agricoles et d'élevage. oui, bah ça c'est. Alors, ce que je parlais, c'est Karl Schroeter. Karl Schroeter, Oui, il voit dans le parc national suisse une occasion de restaurer une nature originale et d'accompagner la nature dans sa restauration, dans son idée qu'il a de la nature. Charles Flahault, évidemment, mais Charles Flahault, il travaille avec Fabre, un oui, forestier, et il y a bien une idée. Alors, lui, il n'est pas dans la protection. Alors, tout le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par protection de la nature? C'est-à-dire que moi, la protection de la nature telle qu'elle est entendue au début du XXe siècle, c'est ce que j'ai dit, c'est la protection des animaux rares, c'est la protection des paysages, c'est la protection c'est soustraire aux activités humaines des espaces, mais qu'on veut mettre aussi en relation avec l'activité touristique, aussi pas, ce qui pose aussi quelques soucis. Lui, Charles Flahault, il est là aussi pour restaurer une agriculture, oui, silvo-pastorale, pour respecter, mais on est aussi dans un contexte aussi où la foresterie a été longtemps en conflit avec le monde paysan, puisqu'elle elle a voulu carrément écarter le monde paysan des montagnes, les jugeant, parce que l'activité paysanne était incompatible avec le monde forestier, ce que Charles Flahault cherche au contraire, à essayer de négocier. Il est accompagné par Fabre aussi. oui, oui, oui. Oui. Merci. D'autres questions? Alors, en attendant peut-être d'autres questions, juste sur ce parc national suisse, là, au début d'un des chapitres du livre que vous mentionnez, il est dit que il y avait un canular qui circulait dans le monde un peu informé de, des- au moment où le parc national suisse on discutait de sa création, qui disait qu'on avait l'intention d'enlever tous les gens de l'aire de protection pour les sortir et construire un mur. Enfin, c'était évidemment pas la réalité, mais dans la perception du public ou de certaines personnes, ça pouvait être une blague qui était potentiellement réaliste, quoi. Donc il y avait vraiment déjà à ce moment-là une opposition dans les conceptions de la nature, de la protection de la nature, protection de la nature euh, euh, stricte et absolue, et puis une protection de la nature qui soit davantage qui tienne davantage compte Oui, bon, on a eu ça en Afrique, hein, on a quand même écarté, bon, bah, c'est Michel de- Blanc, enfin, qui l'a bien montré, qu'on a bien, même ça on le savait, on a bien écarté l'homme
enfin, des Africains qui occupaient ce terrain, on les a écartés de ces espaces, sous-entendant que l'homme était destructeur de la nature, enfin, qui était incompatible avec ouais, qui était incompatible avec la nature. Donc on a ça, c'est, oui, avec des pratiques africaines sur la pratique du feu, qu'on dit, il s'agit qu'on a dénigré à Madagascar, mais on s'est aperçu que finalement, plus tard, il y a des travaux d'autres écologues qui ont été menés qui montraient que que la pratique du feu n'était pas du tout antinaturelle, qu'elle correspondait à des usages sylvopastoraux nécessaires et importants pour les sociétés africaines, mais qui ne détruisaient pas la nature. Donc, ça, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de place de l'homme, mais c'est très ambigu. La politique des parcs est très ambiguë parce que ces parcs aussi ils exposent une nature dans laquelle il faut montrer aux gens qu'est-ce que la nature. Donc, il faut accueillir des touristes et quelque part, il faut aussi les guider. Enfin, on évacue des hommes pour en faire venir d'autres. Euh, et il y a c'est Shelford en 1915, Victor Shelford aux États-Unis, qui dit attention, à Yosemite, on a un problème avec les touristes parce qu'il faut vraiment les canaliser parce qu'ils sont en train de leur surfréquentation peuvent nuire à certaines espèces. Alors j'ai une question là, mais d'un participant qui est parti. Alors je la transmets quand même. Oui, Vous avez donc c'est Pékern. Vous avez évoqué une pression du côté des pays du bloc de l'Est afin d'inclure les sociétés humaines dans le MAB, donc c'est le Man and Biosphere. oui. Pouvez-vous détailler? Merci beaucoup. Oui, alors, le PIB. Euh, le programme biologique international, il se développe c'est le cheval de Troie de l'écosystème, hein, ça c'est connu, et on fait peu d'études on cherche quelque part à retrouver les forces enfin, on cherche à retrouver les éléments naturels, les forces de la nature, on étudie peu l'impact de l'homme. C'est vraiment quelque part pour retrouver les échanges au sein d'un espace relativement naturel. En Allemagne, c'est à Zolling c'est le Zolling Project. Donc ça, c'est mené sous la direction de Heinz Ellenberg. En France, enfin en Afrique, on a la savane de Santo. Donc on a Fontainebleau en France qui va aussi développer là-dessus. Donc c'est Georges Lémé qui va travailler là-dessus. On cherche quelque part à travailler. Alors, les Soviétiques vont intégrer ce programme, mais ils disent il y a quand même une dimension humaine. Il ne faut pas oublier l'impact de l'homme dans la nature. On ne peut pas écarter l'homme comme ça. Donc ça correspond aussi à leur idéologie, où l'homme, quelque part, doit toujours rester aussi maître de la nature. Donc, ils décident ils disent que ce serait bien d'orienter les travaux vers un impact où on prend l'impact de l'homme et on mesure comment l'homme s'intègre. Et en Allemagne, on va travailler ça va être Berchtesgaden, ils vont travailler sur Berchtesgaden avec la question des Jeux Olympiques qui vont être organisés là-bas, dans la région. Et ça va être intéressant, c'est qu'ils vont pouvoir voir comment on peut anticiper une activité olympique ou quel peut être l'impact d'un événement sur le milieu naturel. Donc vraiment, c'est des discussions qui ont eu lieu. Alors, parmi les soviétiques, vous aviez alors c'est Dilis, Dylis, qui a travaillé là-dessus. Oui. Alors, c'est pas Soukachev était quand même assez âgé à cette époque. Mais Soukachev et Dilis, c'est eux qui ont pris qui ont travaillé là-dessus, enfin, oui, qui ont travaillé là-dessus. Mais ça vient aussi de la façon dont l'écologie est conçue en URSS avec l'idée de l'impact. Enfin, oui, l'impact de l'homme, l'écologie s'est développée en URSS, parce que faut revoir la filière. L'écologie se développe en URSS, donc vous avez plusieurs écoles, plusieurs travaux. Ça se développe parce que il y a une telle destruction de la nature qui est opérée dans les grands programmes staliniens qui sont parfaitement au courant de l'impact de l'homme sur la nature. Ils l'ont mesuré, hein, il n'y a pas de souci. Ils l'ont mesuré, ils l'ont étudié, ils ont
Mais je rappelle que les programmes staliniens n'ont pas été arrêtés à cause de l'impact de l'homme sur la nature, mais parce que c'est à cause des coûts économiques. La question écologique n'y est pour rien du tout. C'est parce que économiquement, c'était pas rentable. Artémis Corneliou, on vous Oui, écoute. merci pour votre intervention. Euh, je me demandais en fait, donc entre la balance, enfin l'équilibre entre la préservation et donc l'exploitation de la nature, le rôle de la pollution, en fait, du concept de la pollution. Enfin, ça, c'est peut-être une question d'un exposé entier, peut-être, mais je me demande si vous pouvez dire quelques mots, enfin, du Ah oui, concept, oui. comment Alors, je peux vous en dire oui, plus. Ah oui, alors, ça pourrait être un exposé entier. Non, non, mais euh, alors, l'impact de la pollution sur les espèces, oui, ça c'est étudié, c'est mesuré. Euh, alors, je vais reprendre. Là, c'était étudié et mesuré. Donc, je peux reprendre ce qui s'est passé en Bretagne avec la pollution du Torrey Canyon 1967. Plusieurs milliers de tonnes sur les côtes de Bretagne. J'ai plus la quantité exacte, mais euh, donc, on a des scientifiques qui étudient ça qui étudie l'impact sur les oiseaux, l'impact aussi de la réparation sur les côtes, parce que pour nettoyer les plages, ils ont utilisé énormément de produits chimiques. Ça fait plus de dégâts que la marée noire. Ça, c'est une certitude. Là, les scientifiques ont étudié ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 78, on a 200 000 tonnes de produits qui arrivent enfin de pétrole qui arrive, c'est la Cadiz, qui arrive sur les côtes bretonnes. Et là, les mêmes scientifiques qui ont étudié ça, d'un seul coup, ils interviennent dans l'espace public. Parce que là, ils se disent, il faut absolument, on ne peut plus se taire, il faut absolument qu'on arrive. Par exemple, ils disent, il y a une notion, c'est la clinique des oiseaux. Ils disent, mais c'est quoi une clinique des oiseaux? 99% des oiseaux qui y vont, ils meurent. Il y en a 1%. Ce n'est pas une clinique. On fait croire qu'on va réparer les oiseaux. Non, on ne va pas réparer les oiseaux. Et puis, ils interviennent pour éviter qu'on refasse les mêmes erreurs en voulant nettoyer. C'est aberrant. En nettoyant les plages, on fait plus de dégâts à la nature que le pétrole lui-même. Parce qu'ils ont mis des produits chimiques qui ont tué qui ont tué tous les animaux qui sont en dessous du sable. Enfin, donc voilà. Et puis on a aussi en matière forestière, on fait venir, on étudie les espèces qui vont le mieux s'adapter à la pollution. Donc on fait venir du mélèze du Japon, on essaie de trouver des espèces, pour ça on a ça beaucoup en RDA, pour trouver des espèces qui peuvent résister et qui peuvent aussi restaurer des terrains quand la pollution a disparu, là on est dans l'écologie restauratrice. Quelle espèce végétale je vais utiliser? Les Allemands de l'Est ont beaucoup travaillé là-dessus. Quelle espèce végétale je vais pouvoir remettre sur un terrain qui est complètement acide. Donc ça, c'est intéressant. C'est qu'on a ça dans les monts métallifères de Bohême, qu'on a transformé en parc national aussi. C'est intéressant. C'est un parc national où la plupart des forêts sont complètement artificielles, avec des espèces complètement exotiques, mais ça, c'est pas si grave. Mais quelque part, on transforme un parc national pour... l'idée de parc national, c'est aussi d'effacer quelque part... d'effacer le communisme et d'effacer le passage de l'RDA. C'est que la nature, quelque part, elle efface le passé humain. Donc, c'est aussi une stratégie d'utiliser la nature. Voilà. Donc, ça, c'est des aspects, la destruction, l'intervention dans l'espace public et la reconstruction. On retrouve ces éléments on retrouve ces éléments. En fait. Voilà. C'est très bref. Mais... Merci. Peut-être 3 minutes si une nouvelle question se présente. Alors, puisque je ne vois personne demandant la parole, j'ai juste une petite question concernant les sources que vous avez mentionnées au début de votre exposé. Je ne connais pas la source, enfin, ce qu'a écrit Jean-Louis Fabiani sur le lien écologie-protection de la nature. Je ne savais pas qu'il s'était intéressé, Fabiani, à cet aspect-là. Et puis, deuxième chose, il y a une source que vous n'avez pas mentionnée, qui est directement liée à votre sujet,
c'est l'article, et je pense qu'il y en a eu plusieurs, de Florian Charvolin et Christophe Bonneuil sur Oui, le Muséum d'histoire naturelle à partir du début des années 50, qui fait ce mariage. Alors, vraiment, l'article est totalement axé là-dessus, entre écologie et protection de la nature, en créant une chaire, mhm, je crois que c'est 1955, la première chaire d'écologie appliquée qui s'appelle écologie et protection de la nature. Dans une même chaire, les deux sont réunis. Donc là oui, c'est peut-être la concrétisation du mariage. Voilà. oui, elle est occupée par Kunos Lorda. Voilà. Kunos Lorda qui avait travaillé sur les feux. Oui, 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 bah c'est une conquête. Ah ouais, ça, oui, bah, j'ai oublié celui-là. Mais après, c'est vrai que j'étais parti. Fabiani, oui, c'est dans l'ouvrage de 85 avec Calahorra. Euh, Ah, c'est La Terre et les hommes. Ah non, ah, j'ai oublié 1985. Vous retrouvez, vous tapez Jean-Louis Fabiani, 1985, c'est la Terre outragée. ah d'accord. C'est une réflexion qui a été menée à cette époque. On a quelques études à cette époque qui parlent oui, du lien, enfin, du rôle des scientifiques de la protection de la nature et de l'écologie. Donc, on s'interroge là-dessus. Après, moi, j'ai pas trouvé beaucoup. Alors, si, oui, bah, le muséum, oui. Le muséum qui intervient là, dans ce domaine-là et bah, il y a Roger Haim qui va aussi intervenir, oui, qui va faire aussi plusieurs émissions de télévision justement sur la protection, alerte à l'homme notamment. Bon, ça c'est une émission d'un journaliste qui s'appelle Nicolas Trotsky, mais on voit bien aussi que l'homme est jugé comme une espèce, enfin un être malfaisant pour la nature. Au moins au début. Bon, eh bien, merci beaucoup, Michel, pour votre exposé avec plein de détails, comme peut le lire dans votre ouvrage précédemment mentionné. Merci à tous les participantes et tous les participants pour cette première séance. Et je vous donne donc rendez-vous le 8 mars, alors à 14h30, heure de Paris. Donc 8h30 heure de Montréal, pour un exposé de Michel Gaudron, qui est parmi nous aujourd'hui, sur l'écologie du paysage, avec un titre à préciser peut-être ultérieurement. Voilà.